Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture et en gros ça va aller de pire en pire. Voilà, on va commencer avec une lecture que j'ai adorée et on finira par des livres qui m'ont beaucoup moins convaincu. Bref, on blablate pas, on y va. Le premier c'est Le Club de l'ours polaire, le tome 2, Le Mont des sorcières, à chaque fois je me trompe, de Alex Bell. Je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais j'ai parlé du tome 1, j'avais dit que ça faisait très longtemps que j'avais lu le tome 1 et qu'il fallait que je m'achète le tome 2 et que peut-être je le rajouterais à ma palle du Cold Winter. Enfin bon bref, je l'ai acheté et je l'ai lu parce qu'on est dans un monde où il fait froid, il y a de la neige partout, donc si je le lisais pas là en janvier ou en décembre, en décembre ou en janvier, dans l'autre sens, il aurait traîné dans la palle encore un an parce que ça aurait été compliqué de le lire en plein mois d'août, tu vois. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Dans le tome 1, on rencontre Stella, c'est ça, qui a été plus ou moins adoptée par un homme, donc elle le considère comme son père, parce que c'est son père, il l'a élevée en fait. Et elle découvre, enfin au début du tome 1, elle veut partir en expédition. Son père est un explorateur, on vit dans un monde où il y a plusieurs clans, clubs, c'est clubs d'explorateurs, ils ont des noms donc différents. Il y a par exemple là le club du chat de jungle et Stella veut intégrer le club de l'ours polaire. C'est le titre de la saga. Et le titre du tome 1 c'est Les mondes gelés. Voilà, ça vous donne le ton de la saga. Mais sauf que on est dans un univers aussi hyper sexiste. Et on dit bah non en fait les femmes n'ont pas le droit de faire ça parce que c'est trop dangereux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais elle s'en fiche en fait. Elle dit moi je veux y aller, moi je veux faire une expédition, donc maintenant ça suffit. Et elle intègre ce fameux club et donc du coup on la suit dans son expédition qu'elle fait. En fait ils vont découvrir un endroit du monde qui n'a jamais été découvert par les hommes. Voilà, le but c'est de le cartographier, tout ça, une exploration quoi. Et au cours du tome 1, dans cette exploration, elle a découvert quelque chose sur elle, sur sa vie, sur qui sont ses vrais parents, tout ça, tout ça. Et dans ce tome 2, elle va essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents. Est-ce que ce qu'elle a appris dans le tome 1 c'est vrai, c'est pas vrai, comment ça se passe. Voilà, c'est un peu une quête sur sa vie en fait, pour en apprendre plus sur elle, sur qui elle est, sur d'où elle vient. Et j'aime bien cette saga parce que on part d'une présentation des personnages très cartésiens, c'est pas ça le mot, manichéen, c'est ça le mot, en mode il est très méchant ou il est très gentil. Et là, en avançant dans ce tome-là, on se rend compte que c'est pas le cas en fait. Les personnages sont pas forcément tout noirs ou tout blancs. Ça dépend de qui en parle, ça dépend de la vision des gens et de ce qu'on te dit sur eux. Mais si tu prends la peine de creuser un peu plus et de te poser un peu des questions et de pas juste te dire ok d'accord elle m'a dit qu'elle était méchante donc elle est méchante, tu vas comprendre que c'est plus compliqué que ça. Et je trouve ça très cool, surtout en jeunesse où les auteurs et les autrices ont tendance à faire des personnages soit tout noir, soit tout blanc, avec le grand prince gentil que tu suis et la grande méchante sorcière en général qui est méchante. Voilà. En général, en jeunesse, on a des personnages très très manichéens justement, et là, c'est pas le cas. Bref, j'adore cette saga, j'ai trouvé ça juste génial, c'était trop cool. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait de post-it pour ce livre-là, donc je n'ai pas la musique, mais je vous l'écrirai par là sur l'écran, je sais pas où, peut-être là, enfin, bref, je ne sais pas quelque part, et je la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que là, comme ça, je n'ai plus le titre, je ne sais pas la musique que j'écoute, mais j'écoute une musique pour cette saga, et j'adore cette saga. Je crois qu'il va y avoir un tome 3, bah oui, c'est marqué derrière. Le tome 3, c'est l'Atlas Fantôme. Je sais pas quand il sortira. Moi, j'aimerais bien l'avoir en poche. Parce que j'ai les deux premiers en poche et que c'est plus cool d'avoir tous les tomes dans un même format. Mais s'il sort jamais en poche, je l'achèterai en grand format. Je sais même pas s'il est sorti en grand format en fait. Euh, Peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas de date dans ce livre. Mais bon. En tous les cas, j'adore cette saga. Et je vais lire le tome 3. Ensuite, j'ai lu Un hiver pour s'écrire de Angel Doniate, je suppose, parce qu'elle est espagnole. À mon avis, on dit même Angeles, je pense, mais bon, bref, on va pas chipoter. Hein. Et là, j'ai bien aimé, franchement, j'ai lu ce livre jusqu'au bout, et je pense que je l'ai lu jusqu'au bout parce que je l'ai commencé après au moment de Noël. Bon, après, il a traîné jusqu'au début de l'année, parce que Noël, le Nouvel An, tout ça, j'ai pas lu beaucoup. Mais si je l'avais lu à une autre période de l'année, je pense que je n'aurais pas été au bout. Mais là, j'avais besoin d'un truc pas trop prise de tête, c'est pas grave si j'avançais pas dans ma lecture, c'est pas grave si c'était un peu long, c'est pas grave si je trouvais ça un peu ridicule, ça s'est passé parce que c'était Noël et que ça allait. Globalement, je l'ai lu, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je trouve ça un peu pas très crédible. Voilà. Pour l'histoire, en fait, on a Sarah
Donc on est en Espagne, dans un petit village, et donc Sarah est la postière du village. Et en gros, au début du livre, elle reçoit une lettre de Madrid qui lui dit, enfin de l'entreprise en fait, qui lui dit bon bah en fait il n'y a pas assez de courrier, il y a de moins en moins de courrier dans ce village-là, et peut-être qu'on va supprimer ton poste parce que il n'est plus, comment dire, il n'y a plus besoin d'une personne sur place pour distribuer le peu de courrier qu'il y a. En gros, c'est ça la lettre qu'elle reçoit, et elle en parle à une de ses amies, et cette amie décide de démarrer une chaîne de lettres. Elle va envoyer une lettre à... elle n'envoie pas à une inconnue, elle envoie à quelqu'un qu'elle a connu mais que ça fait des années qu'elle n'a pas vu et à qui elle a plus parlé depuis très longtemps. Elle lui envoie une lettre, donc voilà, elle lui dit tout ce qu'elle a à lui dire, et à la fin de la lettre, elle lui dit t'es pas obligée de me répondre, mais je fais ça pour Sarah. Elle lui explique le truc, et elle lui dit voilà, écris une lettre à ton tour à une inconnue, et demande-lui pareil, et voilà, commence une chaîne de lettres comme ça. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très cool parce qu'on a ces lettres, on rencontre pas mal de personnages. À chaque fois, on a un personnage, donc on a elle, puis ensuite on va avoir le personnage qui reçoit cette lettre, et elle-même va écrire une lettre, et voilà, on va rencontrer plusieurs personnages comme ça qui vivent tous dans ce village, et j'ai trouvé ça très cool. Maintenant, la chaîne en tout doit faire quoi, 6-7 lettres. Je suis pas sûre que 6-7 lettres en plus au niveau du courrier étalé de fin novembre à je crois quelque chose comme début février, ça suffise pour sauver un poste. C'est un peu utopique tout ça, mais bon, ça reste très cool à lire. Et voilà, j'ai bien aimé. On a aussi un personnage qui échange par une espèce de messagerie instantanée avec un autre personnage qui est en Norvège et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très cool, la construction des personnages et l'histoire. C'est pas dinguissime, mais c'est très sympathique à lire. Maintenant, pour moi, le point de départ est un peu, entre guillemets, tiré par les cheveux, parce que c'est un peu... Voilà, cette lettre qui sauve un poste de postière. Bon, mais bon, c'est très cool. Et il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé très cool, et je me suis rendu compte que ça m'arrive rarement. En fait, je me suis fait un jeu, donc c'est une traduction parce que je l'ai dit, l'autrice est espagnole, et moi je lis principalement des livres soit francophones, soit anglophones, en français. Donc soit je lis des livres écrits par des auteurs ou des autrices qui ont directement écrit leurs livres en français, et donc du coup c'est leur écriture que j'ai vraiment, soit je lis des livres anglophones traduits en français. Donc je suis habituée en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais je suis habituée à ce genre de traduction, comment dire, quand tu traduis un texte de l'anglais au français, il y a certaines phrases que tu écris d'une certaine manière, alors que si tu les traduisais par exemple de l'espagnol au français, ça ne donnerait pas tout à fait la même phrase en français, alors que ça veut dire la même chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est lié à la traduction, et là en fait, j'ai senti en lisant le livre que c'était pas traduit de l'anglais, parce qu'il y a des phrases telles qu'elles sont écrites ici, que si tu les traduis de l'anglais, c'est pas ça en fait, ça donne pas cette phrase-là, les mots sont pas à cette place-là. Ça vient aussi du fait que la construction des phrases anglaises est très différente de la construction des phrases françaises au niveau du placement des verbes, du placement des pronoms. Il y a plus de pronoms en français qu'en anglais. Au niveau des placements des adjectifs, ils n'ont pas la même place dans la phrase en anglais qu'en français, alors que l'espagnol est construit globalement, même s'il y a des différences encore, comme le français. Et il y a aussi toute cette nuance entre le tu et le vous que nous on a en français, qu'il n'y a pas en anglais parce que c'est you pour tout le monde, et que les Espagnols ont encore plus que nous en français, parce qu'en espagnol il y a encore plus de vous différents qu'il n'y a en français. C'est vraiment très compliqué. Je pense que tous ceux qui ont appris l'espagnol et qui ont étudié l'espagnol voient de quoi je parle. Et donc du coup c'était vraiment très cool de se rendre compte que, je sais pas comment dire, mais la traduction, en tout cas pour moi qui suis habituée à lire majoritairement, voire exclusivement, des traductions depuis l'anglophone, enfin depuis l'anglais, la traduction laisse transparaître que le livre original n'a pas été écrit en anglais. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai envie de me tourner vers ce genre de livre en fait. J'aimerais diversifier mes lectures dans le sens écrire, non, pas du tout écrire, lire des livres plus espagnols, ou même traduits de l'allemand, ou même traduits, je sais pas, d'autres langues. Mais en fait, j'ai pas la patience de chercher ce genre de livre. Et là, je savais même pas en l'achetant que c'était une autrice espagnole à la base. Tu vois. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Voilà, c'est pas le livre du siècle, je suis contente de l'avoir lu. J'ai passé un bon moment, ça m'a détendu, c'était fun. C'était léger, mais pas trop. On a quand même on a notamment un personnage qui a un père atteint d'une maladie et que j'ai rarement vu abordé en livre comme ça. Et vraiment, c'était très cool d'avoir ça. Voilà, en fait, c'est un livre qui reste léger, mais quand tu réfléchis, il est pas si léger que ça. Et j'ai trouvé ça très cool. On va passer à ma première déception de l'année. Franchement, en fait, quand je l'ai commencé, j'étais tellement sûre d'aimer.
et de passer un bon moment que je suis dégoûtée. Code 93 d'Olivier Norek. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce livre et pour cet auteur. Désolée, mais pourquoi en fait? Donc, alors le pitch est vraiment très cool. Ce qui ne m'a pas plu, c'est les personnages et la construction, mais j'y reviendrai. Donc, on a, je vais vous lire la première phrase en fait, parce que c'est un petit peu le résumé du livre. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Voilà, on a un inspecteur qui trouve un homme a priori mort en fait dans une espèce d'entrepôt chelou, et donc il constate qu'il est mort en fait. Enfin, le gars a des impacts de balles sur le torse. Donc du coup, il y a un médecin légiste qui vient, on est en plein milieu de la nuit, et le gars il dit oui, il est mort et tout. Donc on l'emmène à l'autopsie, et au moment où le légiste commence à faire son autopsie, enfin la légiste d'ailleurs commence à faire son autopsie, le cadavre rouvre les yeux. Voilà. Et entre-temps, ils se sont rendus compte que on avait masculé. Voilà. Et alors, l'histoire a l'air vraiment, vraiment très cool, mais pour moi, ça ne suffit pas en fait. T'as beau avoir la meilleure idée du monde en termes de thriller et en termes de suspense, et oui, j'ai envie de comprendre c'est quoi ce délire et c'est quoi ce bordel, mais les personnages et la construction et les dialogues, non mais sans déconner en fait, c'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est pas possible. En fait, c'est comme si Olivier Norek avait lu tous les thrillers qu'il pouvait, il avait listé tous les clichés et toutes les descriptions d'inspecteurs qui existent et toutes les descriptions de légistes qui existent dans tous ces thrillers-là. Voilà, il avait fait une espèce de tableau, tu vois. Il avait pris tout ce qui revenait le plus souvent et c'est comme ça qu'il a construit ses personnages. En gros, il a fait les personnages les plus clichés possibles. Mais ils sont tellement clichés que c'en est ridicule. Enfin, je suis désolée. Et il y a des dialogues. Oh là là. En fait, tu sens que les dialogues sont écrits et que dans la vraie vie, même dans un monde imaginaire, les gens n'échangeraient pas comme ça. La conversation ne se déroulerait pas comme ça. Et ça me gêne quand je lis un livre et que je me rends compte que c'est écrit, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais tu te rends compte que dans la vraie vie, et même dans un thriller, dans un autre thriller, une telle conversation, ça tient pas debout, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas possible qu'ils échangent comme ça, c'est pas possible que la conversation elle ressemble à ça et que les phrases s'enchaînent de cette manière-là. Ce n'est pas possible pour moi. Je trouve ça pas cohérent, ça me semble pas réel en fait. Ça me dérange de lire un truc et de savoir que c'est pas réel. Alors oui, je sais que c'est de la fiction et que ce cadavre-là n'a probablement jamais été retrouvé dans la vraie vie et que cette enquête-là n'a probablement jamais eu lieu dans la vraie vie, mais ça me dérange de me rendre compte quand je lis que ce que je lis est fictif en fait. Moi, ça m'empêche littéralement de m'immerger dans le livre, d'être dans le livre avec les personnages en mode suspense, je veux savoir ce qui se passe. Je peux pas faire ça puisque je sais que c'est fictif en fait. Tu vois? Donc du coup, je ne suis pas du tout attachée au personnage parce que le cliché de l'inspecteur un peu bougon, un peu c'est bon, pas possible. En plus, il y a une nouvelle qui arrive et on l'a vu venir à 10 000 km cette histoire de nouvelle, mais alors vraiment c'est bon, je peux pas. Puis ensuite, on a le commandant qui est au-dessus du commissaire qui mène l'enquête, qui est une femme, parce que bon, faut mettre un petit peu de diversité, mais qui est une femme très masculine, parce que bon, elle est commandante de police, tu vois. C'est bon en fait. Voilà. Et à côté de ça, pour compenser, mettre un peu de féminité, on a la super légiste, hyper douce, hyper mignonne. Non mais c'est bon en fait, on n'est pas obligé de... En fait, j'ai l'impression qu'il a créé les personnages les plus clichés possibles, et puis il s'est dit, attends. On n'arrête pas de dire que le thriller c'est sexiste. Je vais mettre un peu des personnages féminins parce que comme ça passera mieux. Mais les personnages féminins, je vais soit les très très féminiser, soit les mettre en mode garçon manqué. Enfin, je sais pas en fait. Stop, je peux pas, moi c'est pas possible. J'ai pas du tout accroché à ce livre-là. Je suis dégoûtée. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire tu verras, Olivier Norek, c'est trop cool. Alors peut-être que ces histoires sont très cool, mais alors ces personnages, c'est juste pas possible en fait. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas possible. Et on finit avec un demi-échec parce que contrairement au Olivier Norek, celui-là, je savais en le commençant qu'il y avait peu de chances que ça le fasse. Et j'ai pas de grosse critique à faire sur ce livre, c'est juste que c'est pas le genre de livre que j'aime. Bref, Rencontre dans le Upper East Side, donc le tome 1 de Sarah Morgan. J'ai dû lire 80 pages. C'est ça, 83 pages. Je crois que j'ai lu aussi pile 83 pages du Olivier Norek. C'est pas fait exprès du tout, hein, mais bref. En fait, c'est le genre de romance cliché pour être cliché, et moi, ça me dérange. Les clichés dans les romances, il y en a, évidemment, on le sait toutes, on le sait tous, c'est comme ça, il y a des clichés dans les romances. Maintenant, tu peux partir d'une situation cliché, genre vue et revue, comme par exemple la fille de, 18 ans qui débarque à la fac, qui est encore vierge et qui va tomber sur le bad boy de la fac.
Ça, c'est un cliché vu et revu en romance. Mais tu peux partir de ce point de vue-là en tant qu'autrice, je veux dire, et en faire quelque chose de bien, en faire quelque chose de cool. Ce qui fait que le résumé a l'air ultra cliché, ultra relou, t'as pas envie de le lire. Mais en fait, les personnages sont vraiment construits, vraiment cool, vraiment intéressants. Et tu pars de ce cliché-là, enfin l'autrice part de ce cliché-là, mais va plus loin et étoffe ses personnages autour de ce cliché-là et en fait quelque chose de cool. Alors que là, c'est juste cliché pour être cliché. Et c'est plus du contemporain que de la romance, à mon sens. Et du coup, ça donne un livre que j'ai pas envie de lire, en fait, tout simplement. On va rencontrer... Ah oui, en plus, on a un petit truc qui m'agace en romance. Je supporte pas ça, vraiment, je supporte pas. Donc, on va rencontrer Molly, qui est d'origine anglaise, je crois, et qui, suite à on ne sait pas trop quoi qui s'est passé là-bas, j'y reviendrai, s'est exilée un peu à New York et a recommencé une vie à New York. Donc voilà, elle a sa petite vie, son petit quotidien, avec son chien, son métier, elle fait son sport et tout, en bref, elle a toute sa petite vie et elle est très contente de sa petite vie de célibataire, sauf qu'elle va donc tous les matins courir avec son chien à Central Park et elle croise régulièrement Daniel, sauf qu'elle, elle l'a absolument pas remarqué, lui, il l'a remarqué et il s'arrange, déjà c'est une arnaque à la base, ça me dérange, il s'arrange pour lui parler. En gros, il va prendre un chien qui n'est absolument pas à lui pour faire genre, c'est son chien, il adore les chiens, il fait comme elle, pour l'aborder en fait. Parce que le gars n'a pas le courage de l'aborder. Non, bref. Alors j'ai rien contre le manque de courage et de la timidité, je suis moi-même timide, mais quand on vient à arnaquer la personne et lui mentir pour pouvoir l'aborder de manière un peu cool parce que t'avais peur, bah le fais pas dans ce cas-là. Enfin bref, c'est mon avis, hein, mais bref. Donc voilà, du coup, ils commencent à discuter, à boire un café, un thé, un truc. Ah oui, parce que comme elle est anglaise, elle boit pas de café. Bah non, elle boit du thé. Bah oui, évidemment. Bref. Donc voilà, ils commencent à discuter et tout, et en fait, Et on insiste très, très, très fortement sur le fait qu'il y a quelques temps, quelques années peut-être, il lui est arrivé un truc pas très cool avec un autre mec, apparemment son mec, son fiancé, son mari, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose de public, qui a été publié dans les journaux, tout le monde s'en est mêlé, tout le monde a donné son avis, tout le monde l'a lynché, apparemment on l'a insulté, sauf que on passe son temps à t'expliquer qu'il lui est arrivé un truc, que ça s'est passé, qu'il y a un truc pas très cool, que attention, elle est blessée parce que voilà, et qu'elle a du mal à faire confiance parce qu'il s'est passé un truc, et il s'est passé un truc, mais il s'est passé quoi? Ça me saoule, vraiment ce concept d'écriture me fatigue. Soit tu me dis ce qui s'est passé, soit t'arrêtes d'insister toutes les 10 pages sur le fait qu'il s'est passé un truc que tu me dis pas en fait. Moi ça m'agace. Je vous jure, ça m'agace. Et je sais, hein, je pense être l'une des rares personnes à réagir comme ça parce que la plupart des gens ont envie justement d'avancer dans le livre pour avoir la réponse. Moi, j'ai juste envie de balancer le livre, tu vois, et de dire à l'autrice, arrête de me gonfler et de me dire qu'il y a un truc que tu me dis pas en fait. Je l'avais déjà dit, mais c'est comme si t'as une pote qui, pendant un quart d'heure au téléphone, te dit oh là là, tu sais pas ce qui s'est passé, il faut trop que je te raconte, non mais parce que machin, non mais ce qu'il a fait, non mais c'est abusé, et puis aussi il y a Bidule là, du coup elle est partie, oh, mais il faut que je te dise, mais t'es pas au courant, mais personne te l'a dit, et pendant un quart d'heure, elle te dit rien en fait, c'est du blabla, littéralement, elle te dit rien. Et au bout d'un quart d'heure, moi je suis là, bon, tu me dis ce qui s'est passé ou tu me dis pas? Non, parce que là ça me gonfle en fait, et au bout d'un moment, je n'ai plus envie de savoir. Ça m'arrive dans la vraie vie, et ça m'arrive en livre, et donc quand ça m'arrive en livre, bah je lis pas. En plus, c'est un peu cliché, parce que la pauvre fille qui s'est fait briser le cœur et qui a décidé que plus jamais les mecs et qui tombe sur le tombeur, blablabla. Puis en fait, autour de ce cliché-là, à part le secret, il n'y a rien. Donc, voilà. Pour moi, ça fait deux trucs que je n'aime pas. Et j'avais pas envie de m'acharner avec ce livre-là. Je sais que Sarah Morgan est une autrice très connue, très reconnue, que beaucoup de gens aiment en romance, mais moi, c'est pas le genre de romance que j'aime. Donc voilà, j'avais quand même une musique. Non, voilà, en fait, je dois avoir une musique, mais je ne l'ai pas écrite sur mon post-it, donc tant pis. Voilà, elle sera en barre d'infos si jamais je la retrouve, mais cette saga, pour moi, c'est nous. Cette année 2021 ne démarre pas fort hein, en lecture, et ça va continuer encore dans le prochain update lecture, puisque depuis j'ai abandonné d'autres livres, vous l'avez vu en vlog d'ailleurs. Voilà, ça démarre pas fort en 2021, mais bon, on va se rattraper en février, peut-être en mars, je sais pas, peut-être que ça sera bien à partir du mois d'août, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas ouf. Niveau lecture, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Bref, je divague, donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.